Cette émission vous est présentée par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessions à votre service, même le samedi. Bienvenue à Virage. Cette semaine à l'émission, nous allons vous présenter le Jeep Wrangler nouvelle génération. On va aussi vous parler du Jaguar E-Pace que nous avons en studio. On va poursuivre nos chroniques mécaniques avec Jean Guérois. On va aussi parler carrosserie avec les gens de Car Expert. Et à la fin de l'émission, nous allons répondre à vos questions. 670-9078, poste 230 ou encore virage@telmac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre. Salut Marc! Salut mon cher! Comment ça va? Ça va très bien. Alors Marc, nous avons ici même en studio une très belle voiture. Et comme deuxième sujet, il faut parler de GM, évidemment. Mais avant, on va parler un peu de cette Jaguar E-Pace. Qui est absolument magnifique, à mon avis. C'est une voiture qui a été étonnante parce que quand on avait présenté le prototype, elle avait l'air de ça. Littéralement. Elle a à peine changé dans sa version de production. On aime ou on n'aime pas. C'est vrai qu'on est allé de façon assez dramatique au niveau du design. Si tu remarques, les roues sont vraiment aux 4 coins du véhicule, donc ça donne un porte-à-faux à peu près nul partout. C'est excellent pour la tenue de route, mais c'est certain que ça donne un look différent. La portion très inclinée du véhicule aussi lui donne vraiment une allure plus sportive. Et là, j'entends les gens dire, oui, mais en arrière, la façon dont c'est fait, on ne voit rien. On s'habitue rapidement à la visibilité dans l'espèce de petit croissant qui sert de haillon. Et la particularité, c'est qu'on a un aileron arrière qui a été dessiné pour éliminer et faciliter l'écoulement de l'eau. Et on a mis un produit hydrofuge par-dessus le pare-brise. Donc, il n'y a pas d'essuie-glace arrière, mais on n'en a pas besoin. La façon dont le véhicule a été conçu, utilise c'est fait l'air pour ça. pour dégager la lunette arrière. Exactement. Je t'avoue que je ne l'ai pas essayé dans les conditions les pires. On en reparlera évidemment. Sauf que la grande beauté de ce véhicule-là, c'est évidemment la motorisation. Moteur électrique. 2 moteurs électriques, en fait, qui totalisent à peu près 400 chevaux, 397 km d'autonomie, c'est le chiffre officiel. On peut dire 400-400. Oui, c'est ça. Mais c'est parce qu'on essaye de montrer qu'on est officiel. Temps de recharge, 9h30 à peu près sur un niveau 2, ce qu'on a à la maison. 80 de recharge en 75 minutes sur une borne plus élevée, les bornes de recharge rapide. Donc, c'est correct parce que ça nous permet de récupérer pas mal. Mais c'est la conduite de ce véhicule-là qui est absolument c'est une bombe incroyable. L'accélération de ce véhicule-là, j'en revenais pas à quel point on a un véhicule puissant, performant dans les mains et un sport utilitaire, vraiment dans l'essence même du sport utilitaire, mais le couple est phénoménal. Incroyable. Il y a vraiment une accélération incroyable. Et tu le dis, c'est un sport utilitaire dans toute la définition sportive du terme. Les suspensions sont rigides, ça nous permet d'avoir vraiment une tenue de route et une conduite extrêmement dynamique. Tu sens pas le surpoids des batteries. Tu sais, dans plusieurs véhicules, tu sens que le véhicule est très, très lourd. Évidemment, dans des cas extrêmes, tu le sens, mais dans la conduite normale, tu le sens vraiment pas parce que, justement, tu l'as dit, les suspensions sont bien balancées. Suspension bien balancée. Et il faut aussi rappeler qu'on a tout un côté confort au véhicule. Quand on roule, tu le sais, c'est vraiment extrêmement silencieux. Bon, évidemment, il n'y a pas de bruit de moteur, là, on s'y attend, mais c'est quand même bien sonorisé. On n'a pas les bruits de roulement qu'on entend souvent dans les véhicules électriques. Et l'habitacle, la façon dont il est fait, moi, j'aime la nouvelle version de Jaguar. Et Land Rover est un peu dans cette mode-là aussi avec le Velar. Le grand écran horizontal au centre, l'écran en face du conducteur que l'on peut moduler, que l'on peut remanier comme on veut. Honnêtement, moi, je n'ai que de bons mots pour ce véhicule-là. Évidemment, il va rester à voir ce qu'il va donner là, dans les froids sibériens du mois de janvier-février. C'est toujours la grande question. Et il va falloir voir quelle est la fiabilité. Tristement, Jaguar n'a pas la meilleure histoire de fiabilité au monde. Mais là, bon, bref, un véhicule électrique de cette façon-là, moi, je ne suis pas vraiment inquiet pour ce qui est de la fiabilité. Pour la recharge, il ne sera pas pire que les autres partant froid. La bonne, mauvaise nouvelle, peu importe de quelle façon vous pouvez le prendre, c'est 86 000 à 104 000 Ouais. Donc, ça, c'est au niveau du prix, on dit, ouais, OK, oui, c'est élevé, mais là, on a un vrai véhicule de luxe. On a un véhicule de performance entre les mains. Donc, si on regarde le prix froidement, on dit, c'est correct. Tu regardes le modèle X de Tesla,
Tesla, c'est 200 000. C'est beaucoup plus cher, effectivement. Alors, tu regardes dans la concurrence, tu dis, wow, pour la qualité du véhicule, le look, le style, l'intérieur, le confort, la puissance, la performance, tout est là. Oui. Présentement, évidemment, ils n'en ont pas à vendre. C'est ça le point commande. négatif. Donc, vous devez aller le commander. Ils en ont en inventaire et ils les en gardent pour les faire essayer. Il faut au moins aller rouler dans ce véhicule-là si vous regardez. Parce qu'un Model 3 tout équipé n'est pas loin de ça. Effectivement. Puis, et c'est une vraie Jaguar. C'est-à-dire que quand on aime la marque britannique pour ce qu'elle représente, vous avez là-dedans toutes les caractéristiques qui ont fait de Jaguar ce que c'est. Tu as raison, c'est pas si cher. Oui, c'est sûr, à 85 000, c'est quand même pas dans... Mon banquier essaie de me décourager. là. Mais pour les gens qui ont effectivement sont en marché de ce genre de véhicule-là, c'est une excellente qualité-prix. Et je n'ai que de bons mots pour ce véhicule-là, honnêtement. Puis moi, je le trouve beau. Je sais que le design est un peu controversé, là, mais moi, je le trouve absolument magnifique. Moi, je le trouve très beau. Le design, je n'ai rien à dire. Le rangement à l'intérieur, c'est quand même bien, là, 650 quelques litres. Donc, dans l'ensemble, je pense qu'on a fait le travail. Et ils sont d'un premier. C'est ça qui est étonnant. Dans le sport utilitaire comme ça, ils sont d'un premier, 100 électrique. Effectivement. Avec Tesla. Et on parlait de l'espace de rangement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce n'est pas un véhicule utilitaire qui est haut comme ça. C'est facile d'accès pour tout le monde, même pour les passagers arrière, même pour l'espace de chargement. Honnêtement, il est là, il est à vendre. Allez vous amuser. Il y en a des véhicules électriques à vendre. Oui. Allez les acheter, allez vous amuser. Exactement. Marque GM. Autre coup dur pour j'allais dire le Québec, mais pour le Canada. GM quitte Oshawa, la fermeture de l'usine. C'est pas une grande surprise parce que cette usine-là, c'était complètement désuet. On avait qu'à aller visiter. On voyait que c'était en retard sur bien d'autres usines. Les modèles qui étaient fabriqués, eux aussi, on savait que c'était en fin de vie. Donc, l'usine en fin de vie, modèle en fin de vie, 1 + 1 fait 2. Évidemment, donc, on a décidé de passer outre sur cette usine-là. Elle n'est pas la seule. Aux États-Unis également, on a coupé. Oui, il y en a 5, en fait, qui ferment leurs portes. Ce qui est étonnant un peu à Oshawa, quand même, c'est qu'on faisait les Silverado et les Sierra, qui sont des véhicules populaires, mais les autres, tu as raison. Je connais personne qui va faire la file chez GM pour s'acheter un Impala, ni une Cadillac XTS. Alors, évidemment, c'est des véhicules en fin de vie. Capacité de production, écoutez, c'est une usine qui a déjà fait 900 000 véhicules par année. L'année passée, ils en ont fait 143 000. Donc, c'est 7 fois moins que ce qui était capable. Et la particularité, c'est que GM veut se lancer dans l'électrification et dans l'automatisation des véhicules. Évidemment, ce n'est pas en modernisant des grosses usines comme ça qu'ils vont le faire, c'est en créant des plus petits pôles de production. C'est ce qu'ils veulent faire d'ailleurs. C'est une catastrophe, oui, un peu prévisible. C'est une catastrophe annoncée, je pense qu'il faut le dire. C'est dommage parce que c'est 2500 emplois directs, mais on parle de 13 000 emplois indirects, dont plusieurs au Québec d'ailleurs, parce qu'on a beaucoup de sous-traitants au Québec là-dessus. Et moi, ce qui m'inquiète un peu, honnêtement, c'est, oui, ça, c'est GM qui ont pris la décision et c'est sûr que l'impact de Donald Trump aussi, qui a un petit peu serré la vis aux manufacturiers qui étaient à l'extérieur, ça n'a pas aidé. Mais il faut regarder les autres constructeurs américains. Rappelle-toi qu'en Ontario, actuellement, il y a Chrysler qui fabrique la 300, la Charger et la Challenger, des véhicules qui sont aussi un peu en fin de vie. Quand on va du côté de chez Ford, on a quoi? On a le Ford Flex, qui n'est pas nécessairement un modèle de popularité. Alors ça, c'est ce qui est fabriqué chez nous. Et il y a la grande caravane qui est... Alors, je pense que les constructeurs américains vont peut-être chercher à déserter un peu le Canada pour s'en aller ailleurs, bien que Ford a décidé d'investir un peu plus. Je m'attendais à ce que GM mette de l'argent au Canada parce qu'on a un pôle de développement de voitures autonomes et électriques qui est quand même intéressant. Ils ont choisi de le faire aux États-Unis. C'est extrêmement dommage. Bien, ce qui est dommage, c'est que ces gens-là sont venus nous quêter de l'argent. Ça aussi. Tout simplement. Ils sont venus nous quêter de l'argent. Ça nous a fait plaisir de leur passer des milliards, de leur même subventionner des milliards au fil des ans. Et on se retrouve que ces gens-là sacent le camp. Donc ça, c'est tannant parce que un jour, tu vas avoir encore besoin de l'aide du Canada. Oui. Ça va bien là, pour GM. On a lavé leurs dettes. On a payé leurs dettes. Là, maintenant, ils font de l'argent comme de l'eau. Puis ils pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Le président Trump, on peut... C'est Trump, là. Oui. On ne fera pas son analyse aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il a dit? C'est, attention, là, on vous aide, puis c'est de cette façon-là que vous nous remerciez. C'est ça. Ça, il n'a jamais dit une parole aussi juste que ça. Effectivement. Puis c'est la même affaire qu'il faut leur dire aujourd'hui. Oui, au Canada, historiquement, on a toujours fabriqué des voitures ici. L'usine était dans
les plus performantes Oui. au niveau de la qualité de fabrication. Et là, on décide de s'en aller parce que c'est la façon de faire, parce que souvent, on prend un nouveau modèle, on l'assemble dans une nouvelle usine, puis après ça, on s'en va, puis on rénove l'autre usine, puis on met un nouveau modèle dedans. Fait que là, on s'en va avec les subventions, avec l'argent, puis on nous a même pas tout remboursé, d'ailleurs. Mais Et là, ça va être terminé. Ouais. Et je ne veux pas tourner le fer dans le plaid, mais je te rappelle que c'est la deuxième fois que GM fait le coup au Canada. Ben oui, c'est la On a eu deuxième fois. l'usine à Boisbriand. Moi, ce que j'ai hâte de voir, en fait, c'est il y a eu un gros mouvement anti-américain là, au Canada sur différents produits. J'espère pour GM que les Canadiens ne réagiront pas de la même façon face à leurs véhicules, parce que... Ils n'ont jamais produit d'aussi bons véhicules que présentement, il faut être honnête. Non, je suis d'accord avec toi, mais on a tendance à être un peu échaudé, ce genre d'affaires-là. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Ça ferme l'année prochaine. Tu as raison. Mais nous, au Canada, on va devoir se virer de bord. Parce que regarde l'usine Hyundai en Georgie, Oui. où on assemble, entre autres, les Sorento, si je ne Ouais, me trompe Kia, pas, que j'ai visité, que je suis allé Kia. voir. Mais qu'est-ce qu'on a fait en Georgie? Parce qu'on venait de perdre des usines de textiles, on venait de perdre beaucoup d'emplois. Bien, on est allé voir l'industrie automobile, puis on a dit, hey, on va vous donner un terrain. On va vous construire une autoroute. On a même construit ou rallongé une voie ferrée pour attirer, puis on lui a donné un congé de taxes, puis on a créé de l'emploi. Chattanooga a fait la même chose avec On va Volkswagen. être obligé de faire ça. Ben oui. Puis au niveau de la voiture électrique, on a des normes très sévères comme la Californie, puis on se positionne comme étant la province la plus verte. Bien, il faut aller voir les compagnies et dire, venez vous installer ici. On a de l'électricité, là, on va vous en fournir de l'électricité, on va vous fournir des terrains, puis on a va l'expertise. fournir les installations, on a l'expertise, puis on va vous aider. On a Hydro-Québec qui fait de la recherche de batteries. Ouais. Venez vous installer, venez faire de la recherche, venez construire des voitures électriques ici. On va devoir être agressif, sinon on va se ramasser qu'on va toujours perdre les emplois. La bonne nouvelle, cependant, c'est que les compagnies japonaises, elles, sont mieux implantées. Pense à Toyota, pense à Honda, avec la Corolla, avec la Honda Civic, qui sont des véhicules populaires. Corolla qui arrive avec une version hybride. Donc, on a été mieux en mesure, je dirais, de gérer ces compagnies-là. Les autres, tu as raison, il va falloir être un peu plus actif si on veut garder des emplois dans ce domaine-là. Merci, Marc. Plaisir. Alors, voilà, on s'arrête à virage et au retour. Chronique mécanique. On va.